Merci tout le monde. Je remercie la SMN de m'avoir invité à siéger parmi vous pour parler d'une thématique qui est intéressante, c'est l'enfant, et en particulier la prévention de l'insuffisance rénale, qui s'inscrit bien sûr dans le cadre d'une stratégie, d'une vision globale de la prévention de l'insuffisance rénale, d'abord chez l'enfant, mais aussi chez les grands, c'est-à-dire les adultes. Voilà, donc l'insuffisance rénale chez l'enfant représente un problème qui est assez lourd. Donc, c'est un fardeau pour la société, c'est un fardeau pour les médecins. Mais dans l'épidémiologie, quand même, elle est assez difficile à prévoir, vu l'épidémiologie, vu l'accès aux soins au niveau des différents pays et l'accès aux médecins et la disponibilité et et bien sûr, les stades de maladies rénales chroniques qui restent quand même silencieux chez l'enfant, et du coup, l'épidémiologie reste difficile à apprécier. Donc chez nous au Maroc, ça se limite à des expériences monocentriques, donc on n'a pas de données nationales sur l'épidémiologie de cette pathologie. Alors tout d'abord, nous allons commencer. Pour savoir, je vais commencer par dire que le rein, surtout à l'âge pédiatrique, ce n'est pas un rein comme ce que vous voyez, un rein d'adulte qui est mature et présent. Donc le rein chez l'enfant va passer par plusieurs étapes de maturation, plusieurs étapes de maturation et plusieurs étapes de maturation, avec l'organogénèse qui est vraiment très complexe. Et puis, il faut savoir que ça commence dès les premiers jours de la grossesse pour que le nombre de néphrons soit fixé à l'âge de 36 semaines. Cette maturation va continuer après la naissance et puis après, elle va croître. Donc, il y aura un phénomène de croissance jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que c'est un phénomène continu et donc c'est un organe qui est très fragile en pleine croissance. Le rein fœtal, le fœtus, est un insuffisant rénal physiologique. Donc l'épuration est surtout assurée par le placenta de la maman. Donc il a un rôle effectif dans la production du liquide amniotique. Et puis après la naissance, au cours des premières 24 heures, bien sûr, faire un ionogramme chez le nouveau-né, c'est faire également un ionogramme chez la maman puisque c'est la même chose. Et puis après, en postnatal, il y aura 3 phases qui sont très importantes. Les premiers mois de vie, et puis de 1 jusqu'à 5 ans, il y aura de la maturation, et de jusqu'à 18 ans, une bonne croissance. Donc vous voyez que le rein, il est censé, durant toute la période pédiatrique, quand même gagner entre jusqu'à 100 grammes, puisqu'à la naissance, on est à 45 grammes, pour arriver à l'âge adulte jusqu'à 150 grammes, ce qui veut dire que le phénomène est phénomène de croissance qui est très important à prendre en considération. Donc ça ne concerne pas que le volume, mais aussi la maturation des principales fonctions, y compris tubulaires et hormonales chez cet enfant-là. Alors là, ce sont des cours pour vous montrer que la croissance est variable en fonction de l'âge, en fonction de l'âge. Et puis là, on a des courbes chez le nouveau-né, on a des courbes chez le prématuré, on a des courbes en fonction de la taille, de la longueur, pour démontrer ce phénomène de croissance chez l'enfant. Et puis après, rénale chronique au niveau mondial. Selon le registre américain, c'est surtout, ils sont dominés par les maladies glomérulaires primaires et puis les uropathies malformatives. Alors, ce diagramme est intéressant parce qu'il vous montre que les uropathies malformatives et les maladies héréditaires sont plutôt prédominantes au bas âge. Et puis après, ce sont les maladies glomérulaires, au fil, surtout vers l'âge de 10 ans, en préadolescence. On va rejoindre un petit peu, c'est les glomérulopathies qui vont prendre la relève des étiologies. Quand on prend les différents registres, que ce soit par exemple l'Italkid ou le registre EDTA, on retombe toujours sur les 3 étiologies les plus fréquentes, et celle qui vient en tête de liste, c'est les anomalies de l'arbre urinaire congénital et bien sûr les néphropathies glomérulaires et les néphropathies héréditaires. Au Maroc, on n'a que des expériences monocentriques, mais nos résultats rejoignent ceux de la littérature avec la prédominance bien sûr des néphropathies, des uropathies malformatives suivies des néphropathies glomérulaires.
Alors, donc, face à un rein donc, qui est en pleine croissance, donc on a différentes phases d'évolution et de croissance qu'il faut prendre en considération chez l'enfant. Donc, j'ai proposé, donc, on peut intervenir, mais à des niveaux d'intervention. Donc, avant la conception, durant la grossesse, qu'est-ce qu'on peut faire? En postnatal, comment prendre en charge cet enfant? Et puis après, donc le niveau 4, c'est qu'une fois que la maladie est installée, comment prévenir les facteurs de risque d'évolution de la fonction vers l'insuffisance rénale. Alors, donc avant la conception, donc est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, donc il y a des choses qu'on peut proposer. Et là, à ce moment-là, les pathologies qui seront cibles, donc on aura les néphropathies héréditaires, mais à ce moment-là, il faut qu'on ait une néphropathie connue dans la famille, il faut que la mutation soit identifiée. Et puis après, donc les malformations aussi urinaires, donc ont un substratum génétique, donc on peut avoir aussi des mutations qu'on peut retrouver, et bien sûr, donc on peut avoir des anomalies génétiques ou des aberrations chromosomiques où la malformation rénale ne représente qu'une partie des autres malformations, et donc ça ne serait pas l'élément final pour prendre la décision concernant la prise en charge. Alors les moyens dans lesquels donc, on peut avoir recours, donc tout d'abord j'ai mis le conseil génétique parce que c'est le principal, ce qui est le plus important. Donc on a des familles où il y a des néphropathies donc, qui sont handicapantes et on se retrouve avec 2-3 enfants qui sont malades, voire 3, et là c'est la catastrophe, donc le conseil génétique est important. Là les médicaments, il faut les arrêter, dont la consultation avant la grossesse. Donc, il y a plusieurs médicaments qui sont reconnus pour leur effet tératogène, donc prédisposant aux, bien sûr, malformations, y compris des malformations rénales, pour le diagnostic préimplantatoire, en cours d'évolution, mais après, donc, il faut se poser des questions, comment l'instaurer et pourquoi. Alors, les limites, donc avant la conception, c'est qu'il faut d'abord, si on veut, si le rein prend le dessus, c'est-à-dire que si c'est la néphropathie la plus connue, il faut définir la notion de néphropathie grave. C'est quoi? Est-ce que c'est une néphropathie qui va évoluer vers l'insuffisance rénale? On ne sait pas puisque c'est une maladie curable. Et parmi les bases donc, du diagnostic pour avoir une décision, c'est que la maladie ne doit pas être viable. Donc là, ça pose beaucoup de questions concernant les lois, les religions, et voilà, donc est-ce qu'il faut donc, des critères de sélection? Donc là, plusieurs questions se posent et auxquelles on ne peut pas répondre toujours. Alors, donc, après la conception, qu'est-ce qu'on peut faire au cours de la grossesse? Donc, une fois que la femme est enceinte, voilà ce qu'on peut proposer. Donc, les pathologies cibles, seront les uropathies malformatives. Et il y a aussi 2 éléments qui sont importants à prendre en considération. C'est le rôle de la prématurité et du retard de croissance intra-utérin concernant son retentissement sur le rein du fœtus et le rein de l'enfant ultérieurement. Alors, donc les malformations, pourquoi j'en parle? Parce qu'ils représentent quand même une anomalie. Vous avez vu que d'abord, c'était la première cause d'insuffisance rénale chez l'enfant, mais ce sont donc des malformations qui prennent le dessus, enfin, qui sont au 3e rang parmi les autres malformations qui sont dépistées. Leur étiologie est surtout, et j'insiste là, donc c'est les multifactorielles, en rapport soit avec des infections toxiques, médicamenteuses, avec un substratum génétique, ou en rapport avec des conditions maternelles à risque, c'est-à-dire métabolique, la malnutrition ou un simple hasard, on ne sait pas. De toute façon, leur diagnostic se pose sur l'échographie morphologique et bien sûr l'évaluation du liquide amniotique. Alors donc là, ça vous représente un petit peu les lésions, les anomalies, les uropathies malformes, les anomalies de l'appareil qu'on peut retrouver. Et on a 2 types, donc soit les uropathies obstructives, soit les uropathies en rapport avec des hypodysplasies rénales. Et je souligne que ces anomalies peuvent être isolées ou associées en faisant ici donc des uropathies malformatives complexes. Donc là, c'est une représentation des principales malformations qu'on peut retrouver. Et puis, donc, si on veut, quel est le rapport entre les malformations et médicaments? Bien, certains médicaments ont été incriminés, bien sûr, comme étant une cause de malformation, comme les antiépileptiques, les IEC et les ARA2. Il y a donc de véritables photopathies donc, en rapport avec ces médicaments, surtout les ARA2 IEC. Et puis après, donc, l'exposition à des substances tératogènes, donc, auxquelles il faut faire attention. Le tabac et l'alcool ont aussi été incriminés dans les hypoplasies rénales ou hypoplasie rénale chez le fœtus. Alors, uropathie et infection, oui, donc il y a certains embryophotopaties, donc heureusement, donc, il faut faire un dépistage systématique pour traiter ces embryophotopaties, comme la rubéole et la varicelle. Donc ce sont 2 éléments normalement dont le dépistage est systématique et dont toute femme doit bénéficier, traiter donc avant, bien sûr, d'entraîner des malformations au niveau de l'appareil urinaire.
Alors, concernant les uropathies malformatives, les anomalies de l'appareil, est-ce qu'elles ont donc un substratum génétique? Oui. Donc, on a trouvé pas mal de gènes qui sont impliqués dans la formation. Ça peut être donc des affections monogéniques ou qui s'inscrivent dans le cadre, bien sûr, d'aberrations chromosomiques, comme par exemple la trisomie 21, donc qui s'associe souvent dans la recherche d'uropathie malformative. Elle est systématique dans ce cas-là. Le diagnostic génétique restera difficile, mais il y a souvent donc l'intervention de plusieurs facteurs, puisqu'on a des phénotypes différents d'uropathie malformative, et là, la pathogénie reste vraiment multifactorielle parce qu'on ne peut pas incriminer un gène par rapport à d'autres. Les gènes qui sont impliqués, donc ils sont impliqués dans la formation, dans la néphrogénèse, et ce sont les anomalies de ces gènes qui vont permettre, qui vont entraîner les uropathies malformatives, et les deux, donc j'insiste sur les deux qui sont de recherche systématique, sont le gène qui ont été découverts en premier, le PAX2 et l'HNF1-bêta, et qui peuvent être isolés ou syndromiques, c'est-à-dire la recherche d'autres malformations comme les informations oculaires, le colobome, un défect, un problème auditif, une surdité, donc s'impose devant ces syndromes. Et donc le PAX2 fréquemment associé à des dysplasies, et hypoplasie rénale, le HNF1-bêta, donc vous connaissez parce que ça se manifeste aussi chez l'adulte, c'est diabète et rein kystique. Alors, donc là, c'est un tableau qui montre les différents gènes qui ont été identifiés pour chacun, et puis les anomalies qui sont associées à chacun des gènes. Et là, donc, donc là aussi, donc, c'est des cadres syndromiques pour dire que ces uropathies malformatives, elles peuvent être syndromiques ou non syndromiques, avec des phénotypes qui sont très différents. Alors, est-ce qu'il faut demander donc un test génétique pour les uropathies malformatives? Donc c'est très difficile. Donc ça, il faut être très prudent, très vigilant, parce qu'on a la pénétrance. Donc même si on a le gène, on a des pénétrances qui sont différentes, des copies variantes, donc très multiples pour chaque. Et puis pourquoi le faire? Donc certains ont remarqué qu'il y avait très peu d'intérêt, juste un intérêt scientifique, mais pour d'autres, établir aussi un pronostic, c'était important, parce que par exemple, si le malade, on découvre chez lui une mutation HNF1-bêta, donc il faut agir, prévenir l'obésité, prévenir le diabète par les mesures hygiéno-diététiques à l'avance. Donc peut-être un intérêt pronostic, et il propose donc surtout d'avoir recours bien sûr aux gènes qui sont principaux, qui sont incriminés dans la néphrogénèse, comme le PAX2 et l'HNF1-bêta, et pour certains, donc ça présente même un confort pour la famille pour répondre à la question pourquoi. Alors, si on arrive, donc on a dit que c'était multifactoriel, on a dit que c'était de l'épigénétique, et donc là, on trouve, c'est un papier qui a essayé d'étudier donc le risque donc maternel, quelles sont les pathologies qui peuvent l'épigénétique chez le fœtus. Donc, on va évaluer bien sûr la maman, et tout ce que vous trouvez sur cette colonne, ce sont les facteurs de risque qui ont été relevés, qui avaient un lien donc avec la survenue donc d'uropathie malformative. Et là, vous remarquez donc qu'il y a donc le surpoids, le diabète chez la maman, la consommation d'alcool, le tabac, donc tout ça, la fécondation in vitro, donc avec des degrés donc d'association qui étaient différents, de sévères, très fréquents, jusqu'à peu fréquents. Mais là, tout ça, c'est des éléments qui ont été retrouvés dans cette étude. Alors, donc l'acide folique, donc pourquoi on insiste sur l'acide folique? Parce que dernièrement, il y a une mode, une tendance, on commence à consommer de l'acide folique isolé sans avoir pour prévenir donc la spina bifida, les malformations neurologiques, et on a oublié le retentissement sur le rein. Et puis après, donc, améliorer, tous ces phénomènes permettent d'améliorer bien sûr le conseil pour les femmes enceintes. Alors, ces facteurs qu'on a dit qui représentaient, quel est leur rôle donc, dans les uropathies malformatives? Donc, on a ces facteurs, donc, ce qui a été retrouvé, c'est le diabète gestationnel et surtout le diabète prégestationnel, donc l'obésité chez la maman et le faible poids à la naissance. Et là, ce sont des éléments qui sont déterminants, des fois même avec la même mutation. Donc, on aura un phénotype différent d'uropathie malformative. Ça veut dire qu'on a des malades qui ne se ressemblent pas, des membres de la même famille qui n'ont pas les mêmes anomalies. Alors, pour le diabète, alors, cette étude révèle que le diabète, quel que soit, donc, est un facteur, mais si on compare les deux
type, donc c'est surtout le prégestationnel qui était considéré comme cette étude qui a commencé avant la grossesse jusqu'à les 20 premières semaines de gestation, et bien sûr le poids de l'enfant qui était en rapport avec si il est bas, donc ça veut dire que le diabète, ça témoignait d'un diabète qui était mal équilibré, ça sous-entend bien sûr un bon équilibre du diabète. Concernant l'obésité aussi, qui est comme un facteur épigénétique, donc on a remarqué qu'elle s'associait effectivement donc dans cette étude américaine avec des neuropathies malformatives, et que voilà, donc plus l'obésité était sévère, plus le risque était plus important. Alors, donc, on arrive à deux facteurs, c'est le retard de croissance intra-utérin et la prématurité. Ce sont toutes les deux des pathologies qui deviennent de plus en plus, enfin pathologies, mais c'est des situations donc, à risque et qui affectent toutes deux donc, le nombre de néphrons chez l'enfant. Et là, vous connaissez tous donc, les conséquences de la réduction néphronique, et la prévention de ces deux pathologies est primordiale. Alors, est-ce que le retard de croissance a un lien, donc est un risque d'insuffisance rénale? Oui, donc représente un facteur de risque, et plus le retard est important, donc si on compare les moins de 10 percentiles de retard, donc ils ont plus un risque d'arriver au stade d'insuffisance rénale qu'un enfant qui a un bon poids. Et là, remarquez que l'âge de survenue de l'insuffisance rénale n'a pas d'intérêt parce qu'elle peut survenir à n'importe quel âge. Alors, là aussi, donc là on a remarqué que donc, les facteurs qui sortaient, donc c'était le faible, comme j'ai dit, inférieur à, que ce soit un faible poids de naissance ou un faible poids par rapport à l'âge gestationnel, parce qu'il peut être prématuré eutrophe, comme il peut être prématuré qui a un retard donc, par rapport à son âge gestationnel. Donc, et là, on remarque donc, l'incidence qui augmente avec l'âge, et que, comme quoi, l'insuffisance rénale commence à apparaître plutôt vers l'âge de l'adolescence, et on verra pourquoi. Alors là, c'est les éléments que subit, les différentes modifications que subit le rein du prématuré. Et Dieu sait donc qu'elles sont très importantes, avec plusieurs agressions donc à la naissance. Et là, ça peut entraîner, donc ce sont en plus de l'immaturité, bien sûr, rénale, puisque la prématurité vient pour arrêter un processus de néphrogénèse, et de maturité rénale. Donc, elle, avec toutes les modifications, ce sont en plus le nouveau-né, donc avec un retard de croissance, ou le prématuré, ce sont deux populations à risque qui vont subir, en plus de leur pathologie, donc leur état physiologique, des médications, des interventions, des sepsis. Donc, ils vont avoir beaucoup, c'est une situation à haut risque d'insuffisance rénale, avec tous les médicaments qu'ils vont prendre, avec toute la gestion qu'ils auront, surtout en unité de soins intensifs. Et tout ça, ça représente des facteurs et d'évolution, donc on verra, donc là, qui nécessitent une surveillance au long cours. Et là, à long terme, donc bien sûr, à part les conséquences à court terme de troubles hydroélectrolytiques et tout ça, il y a des conséquences à long terme qu'il faut prendre en considération. Ces conséquences, parce que là, on commence à avoir des progrès, des prouesses de néonatologues qui essaient de sauver, de faire vivre des nouveau-nés de plus en plus petits, pour les dire viables, mais là, il faut prendre en considération comme quoi le devenir, donc, parce qu'on ne s'intéresse qu'au devenir neurologique de ces nouveau-nés, et jamais à leur pronostic rénal. Alors pour ça, donc, il y a un papier qui propose quand même des guidelines qui sont pratiques pour la prise en charge de ces nouveau-nés-là, pour éviter au maximum ces variations, donc sur le champ, pour éviter qu'il n'y ait retentissement majeur sur la fonction rénale. Et là, ça sous-entend bien sûr donc, un bon équilibre cardiovasculaire, un bon état d'équilibre hémodynamique, avec la prise de tension chez ces nouveau-nés, la gestion de ces médicaments avec le dosage, vraiment, donc il faut faire très attention avec les diurétiques, parce qu'ils sont très sensibles donc, aux diurétiques, ils sont très fragiles, donc avec un risque, et puis plein de médicaments, comme les AINES, souvent les prématurés, ils ont une persistance de canal artériel par exemple, donc souvent ils vont prendre des AINES, et les AINES sont très pourvoyeurs d'insuffisance rénale. Alors tout ça, il faut le prendre en considération, et continuer le suivi de ces patients. Alors maintenant, le troisième niveau, donc une fois que le bébé est né, qu'est-ce qu'on peut faire chez un bébé qui est né en postnatal? Donc là, je me suis posé la question, parce que là, c'était difficile de répondre à cette partie, je me suis dit, qu'est-ce qui nous dérange en pratique? Et pour cela, donc, j'ai eu recours à une étude qu'on avait faite à Fès, et on a remarqué que, voilà, donc les principales
les principaux motifs de consultation chez des patients qui sont en insuffisance rénale chronique étaient les troubles urinaires, donc à type de rétention ou d'énurésie ou de troubles de rétention aiguë d'urine et l'infection urinaire. Et remarquez que tous ces patients, donc ça représente 80% des patients, consultent à des stades tardifs. Ça veut dire qu'il y a un problème réel concernant la prise en charge de ces malades, c'est-à-dire l'infection urinaire et les troubles mictionnels. Alors là, donc, les troubles, remarquez que tous les patients, 60%, voilà, des patients qui avaient l'uropathie malformative avaient une infection urinaire et avaient un trouble mictionnel dans un tiers des cas. C'est pour ça donc, que je soulignerai bien sûr la démarche diagnostique, donc, elle reste toujours une problématique, donc je viens de voir que chez l'adulte aussi, elle reste une problématique chez l'enfant parce qu'elle a des signes qui sont non spécifiques et nécessite devant toute infection urinaire, parce que malheureusement on continue à avoir des enfants en insuffisance rénale, traités, non explorés, et à chaque fois, ou carrément on ne pense pas au diagnostic d'infection urinaire et on traite souvent comme des pharyngites ou des otites à tort et à travers. Donc on ne pense pas assez au diagnostic d'infection urinaire. Alors devant une infection, donc on a 4 étapes. Il faut savoir poser le diagnostic, connaître le diagnostic de localisation autobase, et puis après le traitement adéquat. Le traitement étiologique est très important et la prévention des récidives. Pourquoi je dis le traitement étiologique? Parce que l'infection révèle dans à peu près 60% des cas, une uropathie malformative. C'est le principal mode de révélation des uropathies malformatives et vous savez que c'est la principale cause d'insuffisance rénale chronique. Je rappelle juste qu'il y a des recommandations nationales pour la prise en charge de l'infection urinaire chez l'enfant. Alors, donc ça c'est j'en parle comme étant un mode de révélation donc de l'insuffisance rénale, n'en parle pas bien sûr des conséquences et des complications à long terme de l'infection. Les troubles mictionnels, donc il faut savoir que ça pose aussi un problème. L'énurésie, la prise en charge donc de l'énurésie chez l'enfant, donc elle serait de 20% à peu près dans toutes les écoles, donc les enfants ont des problèmes de troubles mictionnels souvent non avoués. Et ces problèmes, donc là il faut faire très attention. Chaque fois qu'il y a une énurésie dite non monosymptomatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est associée à des troubles mictionnels diurnes. Le patient doit être adressé à un spécialiste, que ce soit un urologue ou un néphrologue pédiatre. Donc là, il faut faire très attention avec ces patients pour ne pas les laisser traîner, parce que malheureusement, on voit des patients traités pour des énurésies et chez qui on découvre des insuffisances rénales où ils traînent entre les psychiatres en train de prendre des tricycliques et des antidépresseurs alors que le problème est erroné. Le problème, c'est pas ça, c'est aussi ça, mais il faut savoir que les troubles mictionnels, ils peuvent être soit fonctionnels, et ça, ils n'ont pas de retentissement sur la fonction rénale, mais ils peuvent être organiques. Ou, ce qui est dangereux là entier, c'est qu'une instabilité vésicale se transforme en un syndrome de Hillman, et là, on aura la dysphénégie vésico-sphinctérienne, et Dieu sait combien c'est difficile de prendre en charge ces malades sur le plan pratique et sur le plan chirurgical. Alors, là, toujours dans le screening, donc on est dans la phase 3 en postnatal, qu'est-ce qu'on peut faire chez l'enfant pour prévenir l'infection? Donc on a, est-ce qu'il faut faire des échographies pour tout le monde? Non, donc c'est coûteux, et ça a été fait en Inde, donc c'est coûteux, donc on ne peut pas le faire, et puis d'abord, donc, tous les patients qui auront des uropathies graves vont faire parler d'elles, soit par l'infection, soit par d'autres signes, donc on ne le fait pas. Alors, pour une bonne prise en charge, un examen clinique et systématique complet, les organes génitaux doivent faire partie intégrante et l'évaluation de la taille pour relever, bien sûr, un problème chronique d'insuffisance rénale. Donc, j'insiste sur les troubles mictionnels. Et puis, donc, ce sont des malformations à rechercher systématiquement devant tout syndrome malformatif. Et bien sûr, on traite bien l'infection et l'échographie anténatale systématique pour la découverte de ces uropathies malformatives, finalement pour un diagnostic précoce. Pourquoi? Parce que l'urgence, c'est de traiter les uropathies obstructives. Et l'obstruction ne se limite pas à juste un problème d'élimination d'urine ou d'évacuation d'urine. C'est un problème qui est beaucoup plus complexe, avec des phénomènes donc hémodynamiques, glomérulaires et vasculaires qui vont altérer, y compris le rein aussi. Parce que l'urgence, donc maintenant, quand il faut intervenir, immédiatement et urgemment, quand on a un obstacle souvent qui est bas situé, comme les valves de l'urètre ou un problème donc vésical. Pour les problèmes hauts, donc c'est en fonction du cas par cas. Alors vous allez me dire, si on intervient tôt, est-ce que le malade, on va prévenir l'insuffisance rénale? On ne sait pas, parce que c'est un long processus. Le phénomène d'évolution de ces lésions, c'est un long processus, il est personne dépendant. Et là, donc avec tout le stress, et puis si on rajoute donc des éléments comme la prématurité, la médication, donc chaque patient aura sa propre évolution particulière. Donc on a
particulière, donc au long terme. Alors là, ce sont des enfants auxquels il faut faire très attention parce que l'insuffisance rénale, même si on opère, elle peut survenir soit à l'âge pédiatrique ou à l'âge adulte. Et là, remarquez qu'il y a deux pics, donc la petite enfance et l'adolescence. Là, ce sont deux périodes très, très critiques de développement qui sont très importantes où les enfants doivent être soumis à une surveillance particulière parce que là, il y aura une augmentation de la masse corporelle et par conséquent une augmentation des besoins en épuration. Et là, donc souvent, donc, on a des altérations de la fonction rénale. Alors, la détection, le dépistage systématique par bandelette urinaire à la recherche, dans le cadre de recherche soit d'anomalies ou d'uropathie malformative. Donc ça dépend, donc il y a plusieurs pays qui l'ont instauré, mais qui savent pourquoi. Ce sont surtout les pays d'Asie, Corée, Japon, Taïwan, il y a aussi donc l'Égypte, mais tout pays donc, doit déterminer ses besoins pour chercher donc, chez nous. Donc on ne sait pas notre épidémiologie et donc par conséquent, voilà, donc il faut savoir ce qu'on cherche. Alors là, je parle de l'insuffisance rénale aiguë. Tout patient qui a eu un antécédent d'insuffisance rénale aiguë, que ce soit le nouveau-né, que ce soit, donc plusieurs études là, donc on train soit le nouveau-né, soit durant l'enfance, ou donc des patients qui sont actuellement sujets en oncologie, qui sont traités donc, par des médicaments néphrotoxiques, doivent avoir un suivi au long terme. Et c'est même si le problème est résolu, même si l'insuffisance rénale, même si tout rentre dans l'ordre, donc on a certains patients qui au cours de l'insuffisance rénale aiguë vont avoir des altérations très importantes de la fonction rénale, ceux qui ne l'auront pas, mais de toute façon, ce sont des patients à suivre au long cours et à long terme. Parce que si on suit, donc il y a d'autres papiers donc, que je n'ai pas le temps de mentionner, qui montrent que ce sont aussi des patients qui sont à risque d'affaire donc des complications par la suite et par conséquent des infections une insuffisance rénale. Alors l'hyperoxalurie, la maladie lithiasique de l'enfant, j'insiste sur l'hyperoxalurie primitive. Pourquoi j'insiste? Parce que c'est une affection qui est responsable donc d'insuffisance rénale d'une façon très importante. Et là, selon ce papier-là, elle serait donc, selon une prévalence qui était calculée, la maladie héréditaire la plus fréquente chez l'enfant. Donc il faut screener. Donc elle est responsable d'insuffisance rénale dans plusieurs pays, dont le Maroc, et elle reste souvent sous-diagnostiquée. Qu'en est-il chez nous? On ne sait pas. Alors, je rajouterai à tous ces éléments pour screener les patients ou les familles les insuffisances rénales d'étiologie indéterminée. Et personnellement, on commence à le faire au service et on trouve des surprises, des petits reins, insuffisance rénale non expliquée, on trouve des hyperoxaluries. Maintenant, une fois diagnostiqués, les deux facteurs sur lesquels de risque j'aimerais bien insister, à part l'hypertension et la protéinurie, donc il y a des facteurs qu'on vient d'en parler, donc les facteurs néonataux, la croissance, on a parlé de deux périodes critiques, les facteurs métaboliques et les facteurs génétiques, qui restent quand même un facteur déterminant qui rendent chaque patient à part. Les glomérulonéphrites ont plus un potentiel d'évoluer vers l'insuffisance rénale que les pathologies non glomérulaires. Et pour les anomalies du rein, toutes les études n'ont pas de recul. Et là, c'est une expérience qu'on a eue dans notre service, donc pour évaluer la survie rénale de 86 cas d'uropathie malformative, et on a relevé 4 facteurs de risque: le retard de prise en charge à l'âge de 5 ans, les uropathies complexes, c'est-à-dire l'association de plusieurs anomalies rénales et urinaires, le syndrome polyuropolitique qui témoigne d'une insuffisance rénale avancée et la protéinurie positive. Donc on pratique donc ces éléments des conduites à tenir que vous avez certainement deviné au cours de la présentation pour vous dire que protéger des reins, c'est l'affaire de toute une vie et c'est un long processus. Merci. Merci, Dr Souelmi. La parole est à l'assistance pour des questions. Oui. Est-ce que les néonatologues de phase t'adressent pour suivi les nouveau-nés prématurés qu'ils ont pris en charge? Parce que à Kazan, j'arrive pas à les... Pas toujours. Pas toujours, malheureusement, ils détiennent leur dossier. Voilà. Et on a beau se dire ces enfants vont avoir un avenir qui ne va pas être bon sur le plan rénal, mais ils n'écoutent pas. Exact. Les chirurgiens, de plus en plus, je ne sais pas si... Les chirurgiens, oui, pareil, donc on commence à revoir. On a une bonne collaboration, donc on arrive à les gérer, à la suivre pour prévenir cette progression de l'insuffisance rénale. Oui. Mais pour les prématurés
Et les retards de croissance intra-utérin, on les a pas. Malheureusement, non plus. On partage la même expérience. C'est dommage. Donc c'est ce qu'il faut. Donc l'un des paramètres sur lesquels il faut insister, c'est la sensibilisation, y compris du grand public. Bien, merci Madame Souilmi Sremdani. Moi, je voudrais revenir sur deux choses assez importantes. D'abord, peut-être également sensibiliser les chirurgiens pédiatres, car souvent ce que nous voyons chez l'adulte, c'est des enfants qui ont été opérés au jeune âge et à qui on a dit aux parents, on a dit écoutez, ils sont guéris parce qu'ils ont été opérés pour un reflux ou je ne sais pas quoi. Et puis, jamais cette notion d'enfant qui est porteur d'une uropathie ou d'une maladie rénale éventuellement chirurgicale n'est considéré par les urologues, les chirurgiens pédiatres comme étant un patient à risque de maladie rénale chronique et à risque d'insuffisance rénale chronique. Ça, c'est la première. La deuxième, donc pratiquement les 25 enfants qui ont été greffés à Casablanca, que nous avons pu suivre avec Madame Soulami, il y a pas mal quand même d'uropathies malformatives, telles que les valves de l'urètre postérieur. C'est un truc on se pose des questions. Pourquoi on continue à avoir des valves de l'urètre postérieur maltraitées ou non traitées et éventuellement compliquant la vie d'un enfant. Donc peut-être que la sensibilisation vis-à-vis des chirurgiens pédiatres serait également un élément qui permettrait d'éviter certaines insuffisances rénales chroniques de l'enfant. Oui, parfaitement, je suis tout à fait d'accord et on commence à avoir une très bonne collaboration avec nos chirurgiens pédiatres qui commencent à adresser maintenant même des patients à fonction rénale normale. Je suis sûre que si on refait l'étude, donc on aura des patients qui consultent à des stades plus précoces au lieu de les adresser une fois la fonction rénale altérée. Pris en charge par les urologues d'adultes. Et là, les urologues d'adultes ne se discutent pas, ils ont corrigé, c'est fini. Oui, les arrêtent même le suivi. Un peu plus, mais les urologues d'adultes, pour eux, quand ils ont opéré, c'est affaire conclue. Oui, parce qu'ils ne sont pas avertis vers le phénomène de croissance et ce qu'il faut suivre chez l'enfant, c'est normal. Dernière question, professeur Bouattar. Merci, professeur Soul, pour votre excellente présentation. Est-ce que vous cherchez la géophagie chez les patients qui avaient une néphropathie indéterminée? Quelle est la relation entre la géophagie néphropathie et l'insuffisance indéterminée, donc on cherche un peu parce tout. Que donc on cherche la consommation des métaux lourds qui peut donner des néphrites tubulaires interstitielles chroniques. Oui, donc vous avez tout à fait raison et on a découvert chez une patiente qui avait une néphropathie interstitielle, qu'elle habitait dans une zone où il y avait des insecticides. Donc là, les régions qui sont où il y a de l'agriculture, donc il faut faire attention à ces diagnostics-là aussi. Oui, je te remercie pour la question. Donc oui, on fait un interrogatoire policier devant toute insuffisance rénale. On recherche s'il y a un retard de croissance, on ne l'incrimine pas toujours, c'est-à-dire qu'on cherche la cause c'est-à-dire ça peut être une maladie cœliaque, néphropathie IgA, donc on cherche toutes les pathologies qui peuvent donner des atteintes rénales, à part bien sûr le prône. Et l'hyperoxalurie, j'insiste, donc on a eu des patients diagnostiqués initialement comme néphrite interstitielle, et puis par la suite on découvre que c'était des hyperoxaluries primitives. Donc je commence réellement donc, à faire le bilan devant toute néphropathie indéterminée chez nous, et on commence à en trouver beaucoup. Juste un commentaire, donc, pour les patients qui arrivent au stade terminal, donc, pour la greffe rénale, donc, qui reste la meilleure option pour les enfants. Bien sûr. Donc, bien sûr. chaque fois qu'il y a un donné, il ne faut bien pas sûr. les priver. Donc là, c'est la prévention de l'IRC, pas le traitement. C'est la prévention. Merci. Madame Souilmi, la Société marocaine de néphrologie voudrait vous remettre une attestation de remerciement pour votre présence et pour tout ce que vous faites pour la néphrologie pédiatrique au Maroc. Professeur Kbej, si vous voulez... Un militaire.